Surprenante, improbable, décapante. Une animatrice hors norme, aussi percutante que l'actualité. Karima Brick. C'est le moment de la discussion économique avec Yves Daou. Yves, tu veux nous parler de cette facture plus que salée, facture de plus de 5 milliards de dollars pour la fermeture de Gentilly 2, la centrale nucléaire Gentilly 2 qui avait fermé en décembre 2012. Oui, en fait, Karima, tu sais que l'enjeu de la production d'électricité au Québec, là, ça va être l'enjeu de François Legault, de Pierre Fitzgibbon, de Michael Sabia pour les prochaines années. Ça va être un enjeu crucial pour le gouvernement du Québec. Et là, évidemment, tout le monde à Hydro-Québec, au gouvernement Legault, là, on se fait en quatre pour trouver de l'électricité pour nos projets industriels, pour la carboneutralité, etc. Mais là, on a une centrale nucléaire qu'on a fermée en 2012. Et là, tu sais que présentement, il y a Hydro-Québec a mandaté la société SNC-Lavalin, qui maintenant s'appelle Atkins Realis, pour évaluer qu'est-ce qu'on va faire avec le nucléaire. Mais là, présentement, ce que Michel Gérard a fait ce matin, c'est une analyse complète financière du désastre de cette centrale-là. Écoute, depuis la fermeture de 2012, là, évidemment, il y a des coûts qui sont tous associés à ça, mais la facture là, salée, là, ça va être presque 5 milliards de dollars. Puis c'est pas terminé parce que comme il y a un déclassement de la centrale, donc faire en sorte qu'elle meure tranquillement, écoute, les installations, ce qu'on appelle le démantèlement complet, là, ça va aller jusqu'à 2059. Donc, il y a du monde qui travaille là actuellement pour le démantèlement. Donc, première chose, il y a eu des radiations de presque 1,8 milliard déjà en 2012. Après ça, c'est rajouté une autre radiation de 2,4 milliards. Puis là, évidemment, on avait un contrat avec une compagnie qui s'appelle TransCanada Énergie à Bécancour, justement, qui était liée à la livraison de l'électricité de cette centrale-là. Puis depuis 2008, on force Hydro-Québec à évidemment payer, et mais tiens-toi bien, 130 millions par année jusqu'à 2026. Donc là, on paye des millions de dollars à une entreprise compte tenu d'un élément contractuel. On est obligé de maintenir du personnel d'Hydro-Québec pour permettre le démantèlement. Et donc, on se retrouve avec une facture. Écoute, c'est quand même beaucoup d'argent, là. Quand tu penses à ça, on a 130 millions jusqu'à 2026, là, qu'on doit plus les frais de démantèlement, alors qu'on se retrouve dans une situation où on cherche de l'électricité. Évidemment, le nucléaire va venir dans la discussion. Ça fait partie de l'équation de la production. Évidemment, on dit, bon, non, on n'ira pas là-dedans. Mais Pierre Fitzgibbon, récemment, a fait une visite des centrales, une centrale nucléaire en Ontario. Parce que tu sais qu'à l'Ontario, on a plusieurs centrales nucléaires qui fournissent d'électricité pour Hydro-Ontario. Déjà, là, tu sais, en Europe, un peu partout, on parle des mini-centrales nucléaires qui de plus en plus vont devenir un élément parmi les plans stratégiques pour se fournir de l'électricité aux gens. Donc, je n'exclus pas qu'il n'y aura pas un débat au Québec sur le nucléaire à un moment, et particulièrement autour de Gentilly 2. Donc, mais c'est quand même intéressant de voir ce matin là, la facture salée que les Québécois doivent honorer en raison de la fermeture de Gentilly 2 en 2012. Je veux qu'on parle tout de suite de Lion Electric, Lion Electric, dépendamment comment vous le prononcez, parce que je veux qu'on prenne vraiment le temps d'en parler, là, donc Lion Electric qui poursuit sa descente aux enfers, là, littéralement, là, Yves. Ben, en fait, Lion Electric, pour mettre en contexte, là, c'est le premier fabricant québécois de matériel roulant 100% électrique. On a une usine à Mirabel, etc. Et là, évidemment, il y a eu des grosses annonces, là. Je veux juste te dire, à un moment, le premier ministre du Canada, Trudeau, Legault, Pierre Fitzgibbon, tout le monde, des conférences énormes, là, avec des prêts, des subventions, même un peu d'investissement à Québec, etc. Et là, tiens, on en a parlé des voitures électriques récemment, là. La réalité, là, est en train de rattraper toute l'industrie dans ce qu'on appelle l'électrification des transports. Parce qu'on a voulu aller vite, mais le marché tarde à prendre son élan. Mais là, dans le cas de Lyon, c'est un peu dramatique parce que là,
ils ont été obligés hier de licencier 300 personnes parce qu'ils ont une chute brutale de 49% des livraisons. Écoute, les ventes ont chuté de 48%. Imagine-toi, l'action en bourse là, est moins de 1 $ alors qu'elle a déjà été à 24 $. Donc, tu as une entreprise là, qui pique du nez vraiment. Et donc là, tout le monde se pose toutes sortes de questions sur l'avenir de cette entreprise-là. Juste te rappeler que Lion Electric, là, son principal actionnaire, c'est Power Corporation. Il y a Marc Bédard qui est le PDG, puis tu as la firme Xpan, là, qui appartient à Alexandre Taillefer, que tu connais, qui était dans l'actualité, qui a 2%. Donc, ces actionnaires-là là, se retrouvent dans une situation relativement difficile aujourd'hui parce que quand tu as investi, puis là, tu te retrouves avec une action qui vaut moins d'1 $. Mettons qu'il y a beaucoup de questions qui se posent. Est-ce que le gouvernement va remettre encore de l'argent pour venir les sauver? Ou tranquillement, parce que d'ici à ce que le marché reprenne, jusqu'à temps que ce que moi j'appellerais le retour vraiment là, de l'offre et la demande basé pas nécessairement sur les subventions, est-ce que ça va marcher ou pas? Donc, là, il y a comme un reality check, là, une mise à jour réelle là, d'une situation là, économique qui pose des problèmes pour une entreprise comme Lion Electric. Donc, ça va être à surveiller là, cette entreprise-là qui a d'abord une usine à Mirabel, puis il y a aussi une usine aux États-Unis. Donc, des moments plutôt sombres pour une entreprise du Québec qui est cotée en bourse. Là. Et on va terminer rapidement avec la dernière nouvelle. Il y a une société d'État fédéral qui veut financer un adversaire d'Hydro. C'est ce que tu voulais me parler. Tu voulais nous en parler ce matin, en fait. Karima, je ne sais pas si tu connais la Banque d'infrastructure du Canada. Là, c'est écrit en 2017. Et ce qui est intéressant, c'est que si tu regardes l'historique de tout ça, c'était conçu, développé par Dominic Barton, qui à l'époque était à la tête de McKinsey. Tu sais comment McKinsey a été présent dans l'univers du gouvernement Trudeau. Et cette banque-là d'infrastructure vise justement à financer des projets d'infrastructure au Canada. Et pendant une période de temps, je vais juste te dire, Michael Sepia était président du conseil d'administration de la Banque d'infrastructure du Canada avant d'être sous-ministre au gouvernement fédéral. Aujourd'hui, Michael Sepia est à la tête de Hydro-Québec. Et là, ce qu'on apprend sous la plume de notre journaliste, c'est que la Banque d'infrastructure du Canada va aller financer une entreprise qui s'appelle Nextra et qui elle-même a travaillé, imagine-toi, à faire du lobby pour empêcher Hydro-Québec d'avoir le contrat pour le New Hampshire. Donc, incroyable. Là, la Banque d'infrastructure du Canada va financer une entreprise dans le pied qui s'est battue bec et ongle pour empêcher Hydro-Québec d'avoir le contrat au Massachusetts, en payant même des groupes lobbyistes pour s'opposer au contrat. Donc, c'était un peu, je ne sais pas comment Michael Sepia voit ça aujourd'hui, lui qui est PDG de Hydro-Québec, de voir que la Banque d'infrastructure pour laquelle il était président du conseil à une période, aujourd'hui reçoit des contrats de financement ou du financement pour une entreprise qui s'est battue contre Hydro-Québec. Donc, un peu une histoire un peu rocambolesque. Évidemment, le Bloc québécois est sorti sur ça aujourd'hui en disant que ça n'a aucun bon sens. Qu'un organisme fédéral qui est payé par les impôts des Québécois, en grande partie, là, se retrouve à concurrencer ou à venir jouer d'impact d'Hydro-Québec. Donc, une bonne histoire ce matin qui vient de notre journaliste sur une histoire qui va faire jaser encore à Ottawa. Oui, tout à fait. Puis est-ce qu'il va y avoir des répercussions à tout ça? Parce qu'une fois qu'on le sait, c'est quand même, on se dit, ça devrait pas pouvoir exister ce genre de situation-là. Là, on tire vraiment dans le pied, effectivement, dans ce cas-ci, là, d'une autre société d'État. C'est quand même très, très particulier là, comme nouvelle. Yves, je te remercie beaucoup, puis on remet ça à demain. Allez. Salut Karine.